à l'émission Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui vous concerne. Des débats, des reportages et bien sûr toute l'actualité politique et parlementaire. Bonjour à tous, bienvenue sur Public Sénat, premier numéro d'Allons plus loin. Je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes ensemble pendant 2 heures en direct avec vous. On va prendre le temps d'analyser, de questionner toute l'actualité politique, parlementaire, mais aussi internationale. Vous allez le voir. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour ce nouveau numéro de votre émission Les Matins du Sénat. Vous allez être plongé au cœur des travaux de la Haute Assemblée. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Manger c'est voter. Vous l'avez compris, nous sommes sur la côte normande, à Arromanches, à l'emplacement même où les Alliés débarquèrent en 1944 pour sauver le monde libre de la barbarie nazie. Justement, nous allons rencontrer des hommes et des femmes qui, dans une forme de résistance, continuent à se battre pour préserver un mode d'agriculture, des traditions, un savoir-faire alimentaire qui nous permettent de nous protéger de la malbouffe. Grandir sans cancer, naître et vivre, Eva pour la vie. Aidons Marina, l'association Léa, SOS Préma. Apprivoiser l'absence, mieux traverser le deuil. Empreinte. Jonathan Pierre Vivante, Le Point Rose. Encore France Victime. D'aucuns auraient pu redouter ces échanges avec ces parents qui ont vécu l'indicible, l'inconcevable. Craindre la douleur, la dureté des vies ainsi exposées, cette réalité ainsi bouleversée. Cela a été en réalité tout le contraire. Tout n'aura été que dignité, placidité, doublée évidemment d'une extrême sensibilité dans ce qui s'est joué, dans ce qui a été exprimé. Et s'il n'était qu'une insoutenable dureté lors de ces échanges avec les parents, c'était bien de toucher du doigt l'incapacité des pouvoirs publics jusqu'à présent à accompagner cette absence, autant que faire se peut, évidemment, sans rajouter un peu plus de souffrance à une souffrance déjà omniprésente. Avec beaucoup d'humilité, je le redis, nous avons donc tâché de faire au mieux, d'assumer notre responsabilité de nation solidaire, d'agir en ayant uniquement comme objectif d'aider au mieux les parents, d'imaginer un accompagnement qui soit digne, tout simplement, c'est-à-dire à la hauteur de la dignité des parents eux-mêmes. Il était important tout d'abord d'allonger la période de répit dont peuvent disposer les parents après le décès de leur enfant. Ainsi, comme il a été voté en commission par un amendement de Madame la rapporteure, cette période sera désormais portée à 15 jours, 7 jours pris en charge par l'employeur. Muriel Pénicaud l'a rappelé, 8 pris en charge par la solidarité nationale via la branche famille de la sécurité sociale. Nous saluons cette évolution qui permet à la nation tout entière d'être solidaire avec les parents endeuillés, aux côtés des entreprises. Et cet allongement touchera tous les parents, qu'ils soient salariés, agents de la fonction publique, travailleurs indépendants ou non salariés agricoles. Les demandeurs d'emploi seront pendant cette période dispensés de recherche et continueront à percevoir leurs allocations. Chacun de nos enfants est différent. Chaque histoire que nous avons nouée avec eux est différente. Chaque douleur est différente. Mais tous les parents endeuillés doivent pouvoir disposer des mêmes garanties de répit afin de commencer, tout doucement, à y faire face. Mais les échanges que nous avons eus avec les associations ont montré que l'enjeu était aussi ailleurs et qu'il fallait saisir cette occasion pour ne pas arrêter notre réflexion et nos travaux à la seule question du congé de répit. Qu'il s'agissait bien de penser à un accompagnement global des familles pour les aider à faire front, autant que cela est possible, face aux questions et difficultés nouvelles qui allaient s'ouvrir à eux, sur le plan administratif, sur le plan financier, sur le plan psychologique, mais aussi dans le regard de ceux qui les entourent, que la société porte sur eux. Il était ainsi important que ce congé de répit s'inscrive dans un cadre élargi qui prévoit le prolongement pendant 3 mois du versement des prestations, à savoir les allocations familiales, le complément familial, la prestation partagée d'éducation de l'enfant, mais aussi l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ou encore l'allocation de soutien familial. L'arrêt de ces prestations du jour au lendemain représentait une forme de violence supplémentaire
à une situation déjà douloureuse. De la même façon, un amendement du sénateur Levrier permet que l'enfant puisse continuer automatiquement à être pris en compte dans le calcul du RSA pendant 1 an, et donc de la même façon s'agissant de la prime d'activité. Ce texte permettra également aux parents qui ne peuvent pas reprendre le travail après un deuil de ne pas subir le délai de carence attaché au congé maladie. Madame la ministre du Travail l'a rappelé. Le choc induit par le deuil ne peut effacer les problématiques financières auxquelles se trouvent confrontées un certain nombre de familles en difficulté pour financer les frais de funérailles de leurs enfants. Des témoignages poignants nous ont permis de mesurer que c'était parfois le cas et que seul le soutien des associations permettait de faire face à ces difficultés. Mais ce n'est pas le rôle des associations, c'est bien celui de la solidarité nationale, là aussi, d'être aux côtés des parents endeuillés. Et une prestation forfaitaire et universelle sera versée en cas de décès de l'enfant afin de couvrir notamment les frais d'obsèques. Le versement de cette prestation sera automatique pour les allocataires des caisses, très facile d'accès sur simple demande pour les autres. Et le montant de cette prestation sera défini dans un décret que nous soumettrons à la concertation. Les caisses d'allocation familiale sont d'ores et déjà pleinement mobilisées pour accompagner les parents dans le cadre du parcours deuil qu'elles ont mis en place. Elles le resteront évidemment et veilleront à alléger autant que possible les démarches administratives qui doivent être accomplies par les parents à ce moment-là. Nous nous y engageons personnellement et nous savons pouvoir compter sur Vincent Mazuric, le directeur de la Caisse nationale d'allocation familiale, pour mettre tout en œuvre à cet effet en s'appuyant sur les personnels des caisses, les travailleurs sociaux, mais aussi sur le tissu associatif dont nous connaissons le rôle indispensable. Enfin, nous devons également assurer un accompagnement psychologique aux familles touchées par le deuil d'un des leurs. Le deuil est le drame d'une vie qui ne touche pas seulement les parents, mais l'ensemble de la famille, au premier rang desquels les frères et les sœurs. Chaque membre de la famille doit pouvoir trouver un soutien approprié. Ainsi, un accompagnement psychologique de plein droit sera proposé afin que les familles qui le souhaitent puissent bénéficier de l'aide, de l'écoute de professionnels en fonction de leurs besoins. Mesdames et messieurs les sénateurs, grâce à ce texte, grâce au travail sans relâche des associations, grâce aux nouvelles propositions des députés et des sénateurs, nous avons la possibilité aujourd'hui de faire de la France un pays en pointe dont pourraient s'inspirer un certain nombre de nos voisins européens, à commencer par la Belgique, qui débat en ce moment même de ce sujet. Comme l'a très bien dit le député Bricout, à l'origine de cette proposition de loi, il faut du temps pour se reconstruire. Cette épreuve est la plus difficile que puisse rencontrer un parent au cours d'une vie. La perte d'un enfant crée un vide, un grand vide. Il faut du temps pour l'apprivoiser, accepter que l'enfant que l'on a aimé ne reviendra plus et réapprendre à vivre. Je tiens ici à remercier sincèrement une nouvelle fois les associations pour leurs actions primordiales envers tous les parents endeuillés, pour leur temps, pour leurs propositions qui habitent le texte débattu aujourd'hui, remercier les parlementaires. Tous ensemble, essayons d'apporter le soutien de la nation à ces familles et au-delà, à sortir ce sujet de l'ombre. Car c'est aussi de cela dont il s'agit, mesdames et messieurs les sénateurs. Par nos échanges aujourd'hui, nous contribuons à faire tomber un tabou, celui de la mort d'un enfant. Et c'est ce que les familles appelaient de leur vœu depuis longtemps. Par nos échanges, nous faisons sortir de l'ombre, non pas seulement la question de la mort d'un enfant, mais des milliers de familles qui, désormais, peuvent espérer être mieux comprises par ceux qui les entourent. Car nous devons garder toujours en tête quelque chose que nous n'avions peut-être pas perçu, que la société tout entière n'a pas comprise. Quand on est parent, on l'est pour la vie, et ce, par-delà la mort. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Élisabeth Doineau, rapporteure de la Commission des Affaires sociales, pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure pour avis, mes chers collègues, permettez-moi, au-delà de ces murs, de saluer aussi toutes les associations qui ont défendu cette proposition de loi à leur manière. Rien n'est pire pour des parents que de perdre un enfant. La proposition de loi de notre collègue député Guy Bricout, que je salue, qui est ici présent, faisait écho à l'histoire de Pascaline, une maman à jamais marquée par ce drame. Il pensait, et on peut le comprendre, que sa proposition tendant à porter de 5 à 12 jours le congé prévu par le Code du travail en cas de décès d'un enfant mineur ferait l'unanimité à l'Assemblée nationale. Cela n'a pas été le cas, provoquant une indignation légitime des parents concernés et de l'opinion en général. Dès lors, chacune et chacun a reconnu ses responsabilités. Les ministères concernés
ont lancé de nouvelles auditions afin de construire une réponse satisfaisante. L'inscription à l'ordre du jour du Sénat, dans un délai très court, a été rendue possible. Nous noterons une célérité inhabituelle pour un texte qui n'émane pas des bancs de la majorité. Mais réjouissons-nous, ce sujet méritait une ambition commune, transpartisane et unanime. Permettez-moi de remarquer que cet épisode est une nouvelle illustration de l'importance du bicamérisme et de l'utilité du Sénat. La Commission des affaires sociales du Sénat a ainsi abouti, avec l'accord du gouvernement, à un texte permettant non seulement de garantir de nouveaux droits à la suite du décès d'un enfant, mais aussi d'améliorer l'accompagnement des familles endeuillées. Je l'ai dit, le texte initial de notre collègue député Guy Bricout consistait en une proposition simple. Contrairement à ce que j'ai pu entendre ou lire, elle n'était pas mal ficelée, mais limitée par l'article 40 de la Constitution. Le texte transmis par l'Assemblée nationale au terme de ses travaux comportait 2 articles. Plutôt que d'allonger la durée du congé pour décès d'un enfant, l'article 1er proposait d'autoriser le salarié à prendre à la suite du décès le solde de ses congés annuels et jours de RTT sans que son employeur puisse s'y opposer, à la condition qu'un accord de branche ou d'entreprise le prévoie. Une telle disposition n'avait qu'une portée indicative, puisqu'un tel accord collectif peut actuellement être conclu sans qu'une habilitation législative soit nécessaire. En outre, cette proposition posait des difficultés juridiques non négligeables, par exemple dans les entreprises où les congés payés sont imposés. J'ajoute que cette disposition aurait été sans effet pour les salariés qui perdraient leur enfant alors qu'ils ont déjà pris leur congé annuel. L'article 2 tendait à étendre le dispositif de don de jours de congé entre salariés d'une entreprise, permis par la loi Mathys pour les parents d'un enfant malade ou handicapé, aux parents endeuillés. Si l'intention était louable, un dispositif de don de jours peut difficilement être mobilisé immédiatement après le décès d'un enfant, et il exige une démarche au succès incertain de la part du salarié concerné. Surtout, un tel dispositif ne peut bénéficier de la même manière à tous les salariés selon la taille de l'entreprise. Le texte qu'il nous était donné d'examiner ne répondait donc que très marginalement aux besoins des familles et malgré un dispositif juridique plus complexe, il était au-deçà de l'ambition initiale de la proposition de loi. Je dois ici faire justice au gouvernement en reconnaissant qu'il a bien pris conscience de cette insuffisance et que la ministre du Travail, comme le secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance, ont utilement souhaité contribuer au travail de la Commission des affaires sociales pour sortir par le haut de la polémique née à l'Assemblée nationale. Le texte issu des travaux de la Commission, complété par ceux de la Commission des lois, dont je salue le rapporteur pour avis Catherine Di Folco, comprend désormais 9 articles issus d'initiatives de sénateurs de différents groupes en coopération avec le gouvernement qui a permis de lever l'irrecevabilité financière. À l'article 1er, la Commission est revenue à l'esprit initial du texte tout en allant plus loin. Tout travailleur, salarié ou indépendant qui perd un enfant âgé de moins de 25 ans aurait ainsi droit à 15 jours de congé. Pour les salariés, les 7 premiers jours ouvrés, soit les 5 jours actuellement prévus par le Code du travail, augmentés de 2, seraient rémunérés par l'employeur. Les 8 jours suivants pourraient être pris dans l'année suivant le décès de manière fractionnée et feraient l'objet d'une indemnité journalière de la sécurité sociale complétée par l'employeur à hauteur du salaire. Seul le nom de congé de répit n'a pas fait l'unanimité au sein de la Commission. Des appellations alternatives vous seront proposées aujourd'hui. Les indépendants auraient quant à eux droit à des indemnités journalières pendant 15 jours. Ce droit serait ouvert pour le décès d'un enfant du travailleur concerné jusqu'à 25 ans. Certains auraient préféré inclure les enfants à charge sans lien de filiation, afin de tenir compte de la réalité des familles recomposées. Mais le gouvernement a permis aussi d'arbitrer sur cette affaire. L'article 1er bis, issu d'un amendement de la Commission des lois, permet un dispositif équivalent pour les fonctionnaires,
Je laisserai son rapporteur le présenter. À l'article 2, nous avons précisé le dispositif de don de jours de congé, afin notamment de définir une période d'1 an pendant laquelle il peut être mobilisé. Un amendement de la Commission des lois a prévu son extension aux fonctionnaires. L'article 3 est issu de travaux menés par notre collègue Catherine Deroche. Il propose de maintenir plusieurs prestations familiales pendant une période déterminée par décret. Il est évident que les dépenses à la charge des parents ne se réduisent pas brusquement avec le décès de l'enfant. Ce maintien pendant une période qui devrait être de 3 mois doit permettre de ne pas ajouter des difficultés financières à la douleur considérable des parents. L'article 4, proposé également par Catherine Deroche, crée une allocation forfaitaire versée automatiquement destinée à aider au paiement des frais d'obsèques. Le montant de cette allocation, fixé par décret également, sera modulé en fonction du revenu du foyer et pourra être complété par les caisses au titre de leur action sociale. Je laisserai le gouvernement préciser son intention, les associations étant un peu déçues. L'article 5, issu d'un amendement de notre collègue Martin Lévrier, propose une mesure similaire s'agissant du revenu de solidarité active et de la prime d'activité. L'article 6, que nous avons également adopté sur la proposition de Martin Lévrier, prévoit une expérimentation portant sur la prise en charge de la souffrance psychique de la famille d'un enfant décédé. Il me semble que cette mesure est de nature à répondre à la demande forte d'accompagnement médico-psychologique et social formulée par les associations de parents. J'ai de mon côté souhaité compléter la proposition de loi afin de tenir compte des demandes exprimées par les associations que j'ai rencontrées. L'article 7 introduit une protection contre le licenciement des salariés ayant perdu un enfant pendant une durée de 13 semaines, analogue à celle dont bénéficient les jeunes mamans. Les organisations patronales ne sont pas opposées à cette mesure. Enfin, l'article 8 supprime le délai de carence pour le premier arrêt maladie qui suit le décès d'un enfant, et ce pour la même durée de 13 semaines. Le choc représenté par la perte d'un enfant peut rendre la reprise du travail impossible, même après une période de congé. De nombreux salariés sont alors mis en arrêt de travail par leur médecin. Imposer des jours de carence avant le versement d'indemnités journalières en pareil cas apparaît inhumain. Outre 3 amendements rédactionnels ou de coordination, je ne vous proposerai aujourd'hui qu'un amendement tendant à modifier l'intitulé de ce qui s'appellera peut-être la loi Bricout, dans l'esprit de la population. Mais en tout cas, je vous ferai la proposition qui est plus large et qui enveloppe l'aspect global de cette proposition, afin de le mettre en cohérence avec son contenu. Il convient de rester modeste. La loi ne peut pas tout. Les associations que nous avons rencontrées les uns et les autres mettent en avant la nécessité de mettre en place un réel parcours de deuil pour accompagner les familles. Ce parcours doit être personnalisé, car chacun ne vit pas la douleur de la même manière. Il pourrait être mis en œuvre de manière partenariale par les CAF, les UDAF et le tissu associatif. Les associations ont aussi insisté sur la nécessité de former les communautés éducatives, les collègues de travail, les entreprises, les professionnels de santé. Il reviendra aux 2 ministères d'impulser concrètement ces actions. En guise de conclusion, je me réjouis que d'une polémique naisse l'opportunité d'avancer de manière concertée et consensuelle sur un sujet difficile, souvent tabou, comme le disait Monsieur le ministre. Et cet après-midi, je forme le vœu que les débats soient empreints de l'esprit de concorde qui a animé la Commission des affaires sociales. Je voudrais aussi faire un petit clin d'œil parce que Guy Bricout avait commencé sa proposition de loi par un poème de Victor Hugo, « Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne ». Il se trouve que Victor Hugo avait sa place ici au Sénat et que sa voix résonne encore dans cet hémicycle. Merci. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, il est ainsi des moments de grâce qu'on ne saurait bouder, de grands moments où l'humanité, l'empathie l'emporte sur toute autre considération, au-delà de toute différence de sensibilité. Dès qu'a été connu le rejet de la proposition de Guy Bricout, nos concitoyens, quel que soit leur statut social ou professionnel, quelle que soit leur appartenance politique ou syndicale, ont exprimé leur incompréhension et leur générosité, une générosité qui se manifeste toujours dans les grands moments et dont il ne faut jamais désespérer.
Ils se sont exprimés par milliers pour dire avec leur cœur que la nation doit apporter à ceux qui sont dans la détresse, à ceux qui souffrent de la plus tragique des séparations, sa sympathie et son soutien par des actes qui soulagent, qui accompagnent, avec toute la délicatesse nécessaire, prendre en charge tout ce qui, en de tels moments, complique douloureusement le quotidien. Le passé récent illustrait parfaitement combien notre Assemblée souhaitait une législation d'exception face à des événements qui brisent inexorablement la vie des parents. Avec l'adoption par le Sénat d'une proposition de loi de Michel Delaunay, rapportée ici par Jérôme Durain, et traduite dans la loi El Khomri par un congé supplémentaire porté à 5 jours. Avec la proposition de loi de Catherine Deroche, l'an passé, sur la prise en compte des conséquences sociales et économiques pour la famille. Le défi qu'avait à relever cette fois votre commission, et particulièrement sa rapporteure, n'était pas loin s'en faut des plus simples. Pas simple de donner une suite décente et globale à la proposition de loi sous la forme si édulcorée par l'Assemblée nationale et d'élaborer un texte à la hauteur des attentes. Pas simple de formuler des propositions issues d'une appréciation globale des situations de détresse, d'élaborer des propositions embrassant la totalité des besoins exprimés ou implicites, en évitant 2 écueils. Celui de la surenchère particulièrement inopportune et indigne, et celui des bonnes intentions, parfois toxiques, qui peuvent être intrusives quand elle vient bouleverser plus encore une famille désemparée. Pas simple non plus de développer des moyens jugés indispensables sans aucune latitude pour en assurer le financement. Et donc exposé au rejet par convocation de l'article 40 ou du 45, ces 2 enfants d'Anastasie si souvent opposés à nos propositions et qui donnent parfois la mesure de notre impuissance à changer en profondeur les choses. Ainsi en est-il du rejet de l'article 40 de notre amendement, tendant à l'indexation de l'allocation forfaitaire sur l'évolution du salaire, moyen pour en préserver la valeur et non sur l'inflation. La commission des affaires sociales partait du vide installé en lieu et place de la proposition d'origine. Le texte de l'Assemblée nationale, tellement aseptisé, illustrait la volonté de la majorité de mettre un point final en dénaturant le texte jusqu'à le rendre inopérant. Ne restait pour les salariés désemparés que le droit opposable à l'employeur de prélever une partie des congés ou des RTT. Et faute de disposer du pouvoir de générer des recettes, le Sénat risquait de voir toutes ces initiatives repoussées. C'est tout à l'honneur de la rapporteure que d'avoir négocié avec persévérance et obtenu que le gouvernement, par le dépôt d'amendements identiques, garantisse alors le financement nécessaire. C'est dans ce contexte assurément surréaliste qu'ont pu sortir du néant un certain nombre de moyens cohérents et humains qui recueillent notre adhésion pleine et entière. Engagés dans cette volonté commune d'apporter réconfort, soulagement et accompagnement, nous avions déposé des amendements qui, bien entendu, sont tombés victimes de leur redondance qui illustre parfaitement notre communauté de pensée. Le texte qui nous est proposé aujourd'hui est approuvé, j'en suis témoin, par tous les interlocuteurs, chefs d'entreprise et associations, invités et entendus par Élisabeth Doineau comme par moi-même. Le congé est porté à 12 jours, ouvré sur 3 semaines sécables en fonction du souhait des salariés. La prise en charge des frais d'obsèques serait assurée selon un forfait de portée nationale, frais qui doivent comprendre, selon nous, ceux engagés pour le recours éventuel à des aides à domicile, si la famille en éprouve le besoin. C'est aussi un geste tout en délicatesse et réalisme que cette disposition de versement prolongé au-delà du décès des prestations familiales, afin que la rupture ne soit pas aggravée par une violence supplémentaire et que l'administration ne soit pas conduite à des courriers intempestifs et brutaux, sitôt le décès. On conviendra par ailleurs que l'extension jusqu'à 25 ans de l'ensemble des dispositions proposées est parfaitement justifiée par le nombre de décès sur la tranche 13-24 ans, qui représente 45% du total. Mon intention n'est évidemment pas de détailler les propositions de la Commission, ça a été excellemment fait, et le document qui nous a été remis est suffisamment explicite et détaillé. Hélas, la prise en charge de l'accompagnement psychologique a été oubliée par le gouvernement malgré ses belles déclarations. Oubli ou volonté malvenue de réaliser quelque économie. En tout cas, un amendement judicieux est venu contourner la difficulté financement en utilisant le biais du recours à une expérimentation.
Donc, puisqu'il faut en passer par un artifice pour combler une lacune, acceptons-en la rédaction. Sans doute, la loi ne peut-elle tout dire, notamment sur l'environnement humain au travail, sur l'intérêt ou non de changer de poste, d'imaginer une reprise modulée. Les accords d'entreprise ou de branche devraient, nous l'espérons, y pourvoir, invitées qu'elles sont par l'exemple donné ici. Il n'est sans doute pas inutile de tirer de l'incident sur ce texte et sur d'autres quelques leçons sur notre relation avec le gouvernement. Il n'est pas sain, pour l'équilibre de nos institutions, que le gouvernement veuille s'approprier le monopole des réformes, quitte à s'opposer, ceux déposés par le Parlement, et au détriment de ceux à qui elles devraient profiter. Ainsi en est-il du vote unanime et rejeté par la manœuvre du vote bloqué de la proposition CRCE d'une retraite minimum des agriculteurs à 85% du SMIC. C'est 3 ou 4 ans de perdus et des milliers de retraités écartés de ce bénéfice. Ce minimum contributif de 1 000 € est pourtant très utilisé pour prétendre juste et solidaire le système à points. Alors que, et ça pourrait être risible, c'est l'un des seuls cas où le système actuel est préservé et où justement le système à points ne s'applique pas. L'aide aux aidants de notre collègue Jocelyne Guidez avait été largement votée à l'unanimité, ici, et repoussée au motif que le gouvernement allait proposer mieux. Il l'a proposé, mais avec une forte économie de moyens. Notre pays est au bord de l'explosion. Il n'en peut plus des déclarations grandiloquentes aux effets dérisoires. Il n'en peut plus de l'accroissement des inégalités. Il n'en peut plus de ce mépris affiché à l'égard du Parlement, auquel on présente un projet de réforme du système de retraite plein de trous, sans en révéler le coût monstrueux et les profondes injustices potentielles, et dont on interrompt les débats par un 49.3 brutal, alors qu'il suffisait de se donner le temps. L'arrêt des débats intervient juste. Est-ce un hasard ? Est-ce un hasard avant d'aborder les sujets essentiels et épineux sur la valeur du point et sur le taux de rendement ? Je sais, vous arriverez au stade oral dans quelque temps. Ces changements de pied, ces blocages, ces prétextes pour ne pas débattre au fond de projets mal préparés, ce sentiment donné aux Françaises et aux Français que le pouvoir est concentré en une seule paire de mains, contribue à discréditer les institutions chargées de les représenter. Et le Sénat, qui débat et débattra avec sérieux et sens de la mesure, démontrera de nouveau combien il est un outil essentiel de la démocratie. N'étant inféodé à personne, il a toujours montré sa liberté de penser tout au long de son histoire. Le général de Gaulle lui-même, qui pourtant lui avait donné ses prérogatives et ses lettres de noblesse, a fait l'amère expérience d'une volonté d'indépendance qui ne se négocie pas. Et l'illustration est donnée une fois de plus, loin des jeux puérils de pouvoir, que le Sénat sait dépasser les clivages pour corriger les erreurs commises et répondre de la meilleure façon aux attentes de nos concitoyens. Et c'est bien ainsi. Je ne résiste pas à l'envie de citer Étienne de la Boétie. Citation de 1576 et d'une actualité évidente. Et il dit ceci: « Ils ne font guère mieux ceux d'aujourd'hui qui, avant de commettre leurs crimes les plus graves, les font toujours précéder de quelques jolis discours sur le bien public et le soulagement des malheureux. » Toute ressemblance. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Secrétaire d'État, Madame le rapporteur, mes chers collègues, il est peu de dire que la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui aura fait couler beaucoup d'encre et suscité un émoi très important. En raison de l'attitude peu glorieuse, les mots sont faibles, du gouvernement et des députés de La République En Marche lors de son examen à l'Assemblée nationale. Ce texte, originellement destiné à allonger les droits d'absence des salariés après le décès d'un enfant, aura donc été vidé de son contenu et renvoyé à notre commission des affaires sociales.
Et si nous ne sommes pas dupes de la volonté du gouvernement de se rattraper en accordant des droits complémentaires aux familles ayant perdu un enfant, nous saluons le travail sincère et positif de notre collègue rapporteure, Madame la sénatrice Doineau. Désormais, nous pouvons dire que nous avons un texte à la hauteur des attentes de la société et des parents qui éprouvent directement ou indirectement ces situations tragiques de perte d'un enfant. Nous y sommes pour notre part d'autant plus sensibles que nous portons depuis très longtemps l'instauration d'un congé de deuil comme une exigence humanitaire la plus élémentaire. En effet, c'est le ministre communiste Anicet Le Pors, dans sa loi de 1983, fixant les droits et obligations des fonctionnaires, qui a pour la première fois créé dans la fonction publique l'autorisation spéciale d'absence de 2 jours en cas de décès. En 2016, lors de l'examen de la loi Travail au Sénat, notre groupe avait fait adopter un amendement allongeant de 2 à 3 jours le congé en cas de décès du conjoint ou d'un membre de la famille. Pour revenir à notre texte, les modifications apportées en commission des affaires sociales du Sénat donnent à cette proposition de loi une dimension législative qui démontre encore une fois la pertinence du bicamérisme et de l'initiative parlementaire. Désormais, les salariés, les travailleuses et les travailleurs indépendants et les agents de la fonction publique bénéficieront d'un congé en cas de décès d'un enfant de moins de 25 ans, financé par les entreprises. Nous espérons que les collectivités territoriales et les entreprises qui ont des accords collectifs plus favorables joueront le jeu en maintenant leurs dispositifs complémentaires. Une nouveauté est proposée avec la création d'un congé de répit de 8 jours fractionnable sur l'année pour permettre aux familles de faire leur deuil. Ces 8 jours seront pris en charge par la sécurité sociale sous la forme d'une indemnité journalière. La création de ce congé de répit est positive, mais nous alertons sur les risques que pourrait entraîner cette disposition si le gouvernement continue de ne pas compenser intégralement les exonérations de cotisations sociales de la sécurité sociale. Nous souhaiterions avoir des garanties que le gouvernement, si disposé aujourd'hui à faire financer ce dispositif de solidarité par la sécurité sociale, et donc par les cotisations des salariés et des employeurs, compensera intégralement les exonérations de cotisations sociales. Sinon, cette mesure serait non seulement de l'affichage, mais une coquille vide. Nous saluons enfin les autres mesures complémentaires du texte qui vont dans le sens du progrès, qu'il s'agisse de la protection des salariés contre le licenciement après le décès d'un enfant, de la suppression des jours de carence, que nous souhaitons généraliser par ailleurs, de la création d'une prestation forfaitaire de 1 500 € pour les frais funéraires ou encore du maintien des prestations familiales 3 mois après la disparition de l'enfant. Mais je ne peux terminer mon intervention sans revenir sur ce qui a été présenté comme une erreur du gouvernement lors de l'examen du texte en première lecture de l'Assemblée nationale. Mais peut-on vraiment parler d'une erreur ? Nous pensons au contraire que ce qui s'est passé, loin d'être une erreur, est un révélateur de la véritable identité de la République en marche, pour qui la finance comptera toujours plus que l'humain. Et force est de reconnaître que la ministre du Travail fait preuve d'un zèle particulier en la matière pour réduire les droits des salariés et pas seulement. Est-il utile de rappeler qu'à l'automne dernier, déjà, notre ministre voulait priver les personnes âgées d'exonération de cotisations pour l'emploi d'une aide à domicile. Ce n'est donc pas un dérapage ou une erreur, mais bien une ligne de conduite pleinement assumée que l'appel de l'Élysée invitant le gouvernement à faire preuve d'humanité, tout comme les simulacres de concertation ne peuvent gommer. Ces tentatives de rattrapage du gouvernement sont grossières. Mais nous prenons nos responsabilités en considérant que si aucun délai ne sera à la hauteur de ce que les parents vivent, cette proposition de loi améliore l'accompagnement des familles dans ces moments tragiques. Pour ces raisons-là,
Et parce que ce sont les seuls qui apportent, le groupe CRCE votera en faveur de ce texte. Merci. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Mesdames les rapporteurs, chers collègues, nous voici sur ce texte important d'accompagnement de familles touchées par ce que chacun d'entre nous redoute, la perte d'un enfant. Je remercie les rapporteurs pour leur travail et je remercie particulièrement Élisabeth Doineau d'avoir bien voulu intégrer, dès le début de la réflexion, la proposition de loi que Stéphane Piednoir et moi-même avions déposée en juillet dernier et qui avait été co-signée par plus de 80 collègues des groupes LR et UC. Merci également, Monsieur le Ministre, pour votre écoute attentive et le travail réalisé avec votre cabinet. Cette proposition de loi faisait suite à un travail mené depuis plusieurs années avec une association de notre département, l'association Audrey, devenue Méningite France, engagée dans le soutien des familles et dans la prévention des méningites, mais aussi des autres infections bactériennes ou virales. Et je salue ici Monsieur et Madame Voisine qui sont présents en tribune et je les salue pour leur engagement sans faille depuis le décès de leur fille Audrey. Dans le texte que nous examinons, 2 articles répondent à nos propositions. Merci au gouvernement d'avoir déposé des amendements en miroir, levant ainsi l'article 40 qui nous aurait été appliqué. L'article 3 permet de considérer l'enfant à charge et de maintenir ainsi les prestations d'entretien pendant 3 mois après le décès. L'article 4 crée une prestation forfaitaire pour faire face au décès d'un enfant mineur et notamment aux frais d'obsèques. Et cette prestation sera versée sans condition de ressources, mais comme cela a été dit, avec un plafond fixé par décret et une modulation en fonction des ressources du foyer. Bien évidemment, je suis favorable à l'allongement du congé pour deuil tel que proposé par les 2 commissions Affaires sociales et Lois. Et petit rappel sénatorial, en 2006, notre collègue Christian Gaudin, sénateur de Maine-et-Loire, avait fait voter une proposition de loi faisant passer de 2 à 4 jours le congé pour deuil en cas de décès d'un enfant ou en cas de décès d'un conjoint. Le texte avait été transmis plusieurs fois à l'Assemblée nationale, mais il a fallu attendre la loi de 2016 pour que ce congé passe de 2 à 5 jours. Dans le texte, la période d'absence supplémentaire de 8 jours peut être prise dans les 12 mois suivant le décès et j'approuve cette souplesse apportée. En revanche, mais nous allons en débattre, le terme de répit ne me satisfait pas pleinement. J'avais proposé 2 autres dispositions, l'une qui était la transmission automatique des actes d'état civil aux caisses d'allocations familiales, mais c'est désormais satisfait, et l'autre était irrecevable au titre de l'article 45 et concernait une renégociation gratuite des prêts bancaires. Pour conclure, je voterai comme l'ensemble du groupe, bien évidemment, ce texte. Il apporte un soutien aux familles endeuillées, mais il faut aussi que l'on s'attache à faire baisser le nombre de décès d'enfants. Décès accidentels, décès de la circulation, mais aussi tous les accidents domestiques qui sont nombreux et sur lesquels nous devons faire une information auprès des familles. Décès par maladie, avec comme première cause de décès par maladie chez l'enfant, le cancer de l'enfant. Vous savez combien notre groupe d'études s'attache à ce sujet, mais aussi les pathologies infectieuses. Et il convient en effet de rappeler combien la vaccination est majeure et combien il faut la promouvoir pour éviter tous ces décès évitables. Enfin, décès par suicide. Ils sont nombreux, et vous le savez, Monsieur le Ministre, harcèlement scolaire, réseaux sociaux, violences physiques, violences psychiques, violences sexuelles, addiction. Vraiment, il faut que notre pays s'empare de ce sujet. D'autres pays l'ont fait et c'est un travail qui concerne la société tout entière et qui pourrait justement éviter que des familles se retrouvent dans ces situations terribles pour lesquelles nous votons aujourd'hui ce texte. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Madame Jocelyne Guidez pour le groupe Union centriste pour 8 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Mesdames les rapporteurs, mes chers collègues,
La patience, c'est la sagesse de ceux qui en ont le temps, résumait un célèbre romancier canadien. Si la patience dont il est question est une sagesse, alors je veux croire que le Sénat, dans ce bicamérisme français, en fait preuve notamment lorsqu'il faut faire aboutir une proposition de loi. Mais surtout, s'il est des personnes dont le temps est compté, un temps devenu si précieux, ce sont bien ces parents dont l'enfant est parti trop tôt, beaucoup trop tôt. C'est tout le sens du message qu'a souhaité porter notre collègue UDI Agir à l'Assemblée nationale, Guy Bricout, par son initiative. Car en effet, il faut du temps pour faire face à un tel drame, pour assumer les démarches administratives, pour préparer les obsèques et régler les formalités. Oui, il en faut pour accomplir, avec déchirement, les derniers devoirs de parents qui, en 5 jours parfois, n'est pas toujours possible, sans parler du temps, de la douleur. Que le Parlement se soit saisi d'un sujet qui touche le quotidien de certains de nos concitoyens, et pas n'importe lequel, est important. Cependant, il eût peut-être été préférable d'économiser une deuxième lecture à venir, au nom même de cet élément temporel que je viens d'évoquer, et pour affirmer collectivement un message de soutien rapide à ses parents. Alors on nous dira que le texte initial n'était pas parfait, qu'il n'optait pas pour le bon financement, ou qu'il devait peut-être s'inscrire dans une approche plus globale. Mais à force que le gouvernement mise sur la globalité, qu'il prenne garde à ne pas perdre de vue la réalité. Celui-ci avait la possibilité d'amender ce texte dès la première lecture à l'Assemblée. Un grand hebdomadaire indiquait qu'une députée de la majorité n'y avait pas pensé. Apparemment, elle ne devait pas être la seule, car lors de la réunion interministérielle du 17 janvier dernier, le gouvernement non plus n'avait pas eu cette idée. Permettre à des parents frappés par le malheur, désorientés par le choc, parfois laissés dans le désarroi le plus profond, de pouvoir bénéficier d'un peu plus de temps, voilà un sujet qui ne méritait pas la moindre polémique. Mais au lieu de cela, la majorité est revenue en première lecture sur la mesure phare de cette proposition de loi, en modifiant en commission la rédaction de l'unique article. C'est regrettable, pour l'image que cela renvoie du débat parlementaire, pour l'incompréhension que cela a suscité chez les Français, pour des raisons de justice sociale dans laquelle la République puise ses fondements. Devant vous, mes chers collègues, je l'affirme, la République, ce n'est pas un slogan, c'est avant tout une force de conviction. L'émotion a été grande dans tout le pays, cela a beaucoup choqué. Nous pouvons saluer d'ailleurs le soutien public du MEDEF, car oui, les entreprises ne sont pas étrangères à la douleur de leurs salariés. Ainsi fallait-il attendre un tweet pour que ça y est, le texte suscite une attention nouvelle. Aussi, le texte qui est arrivé au Sénat était totalement modifié et comportait 2 articles bien en deçà des ambitions exprimées initialement. D'abord, sur les jours de congés légaux, ou même les RTT, l'article 1 permettait à un salarié de les prendre à la suite du congé de 5 jours. Mais cette possibilité était limitée, car conditionnée à la conclusion d'un accord collectif. Par ailleurs, notre droit positif le permet déjà. De plus, sur les RTT, que ce soit pour les poser ou pour en faire don, comme c'était prévu à l'article 2, il convient de préciser que tous les salariés ne sont pas concernés par ce dispositif de RTT aujourd'hui en France. Ainsi, si cette proposition de loi avait été adoptée telle qu'elle, elle aurait trouvé un effet quantitatif limité. Cependant, la Commission des affaires sociales du Sénat a veillé dans un esprit constructif avec le gouvernement à enrichir le texte. Le travail main dans la main a porté ses fruits. Et je tiens à saluer ma collègue Élisabeth Doineau, rapporteure, pour sa détermination qui a permis de compléter ce texte et de lui donner une envergure tout autre, ainsi que notre collègue Catherine Di Folco, rapporteure pour avis. Désormais, l'article 1 porte à 7 jours ouvrés à la charge de l'employeur la durée du congé pour événement familial en cas de décès d'un enfant de moins de 25 ans. Il crée également un congé de deuil d'une durée maximale de 8 jours pendant lesquels le salarié bénéficierait d'une indemnité journalière de la sécurité sociale. Ces 8 jours d'absence seraient fractionnables et pourraient être pris dans l'année suivante, suivant le décès de l'enfant. Cette entraide privé-public est fondamentale car la solidarité nationale a également un rôle à jouer. Surtout les fonctionnaires sur ce point, mais aussi sur la question de l'autorisation spéciale d'absence, les travailleurs indépendants et les non-salariés agricoles sont pris en compte. Je ne reviendrai pas sur les détails techniques de ces dispositions, ni sur celles qui rendent systématique le maintien de la prise en compte de l'enfant décédé dans le calcul du RSA. Mais ce sont des points majeurs qui permettent à ce texte d'être le plus complet possible.
En outre, une question a été soulevée par notre collègue Catherine Deroche, qui a d'ailleurs été à l'initiative d'une belle proposition de loi portant diverses mesures d'accompagnement des parents en cas de décès d'un enfant mineur. Je veux parler du maintien des prestations familiales durant 3 mois après le décès de l'enfant. Cette proposition de loi consacre désormais ce droit pour les prestations générales d'entretien de l'enfant. Par exemple, seraient concernées les allocations familiales, mais aussi l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Par conséquent, l'enfant décédé sera considéré pendant cette durée comme un enfant à la charge effective et permanente de la famille pour apprécier les conditions d'attribution de l'ensemble des prestations servies au foyer au titre d'un autre enfant, comme l'allocation de rentrée scolaire versée à un autre enfant par exemple. Aussi, le choix a été fait d'apporter une mesure de protection contre le licenciement durant un délai de 13 semaines. Si elle peut permettre de favoriser une protection optimale du salarié, alors nous la soutenons. Maintenant, sur la question du don de RTT, l'article 2 a été réécrit substantiellement. Je salue le fait que ce dispositif de solidarité soit étendu aux agents publics. Ensuite, afin de soutenir le revenu des familles endeuillées pendant une période d'exceptionnelle fragilité, la Commission a décidé de supprimer le délai de carence applicable au premier arrêt de travail pour maladie survenant pendant un délai de 13 semaines à compter du décès de l'enfant. Cette mesure, applicable également aux fonctionnaires et aux travailleurs indépendants, s'inscrit dans le bon sens. En outre, nous le savons, les frais d'obsèques sont très onéreux. Néanmoins, permettre aux parents d'acquitter les frais d'obsèques grâce à une nouvelle allocation forfaitaire, modulée selon les conditions de ressources, c'est le témoignage de la nation tout entière à ses enfants. Surtout, et c'est un point auquel j'accorde une très grande importance, il est vital que cette solidarité puisse s'exprimer à travers un accompagnement psychologique des parents et des frères et sœurs. Je salue la mise en place de cette expérimentation. Le choc émotionnel ne saurait être exprimé par mes simples mots, tant la situation peut être bouleversante pour une famille entière. Mes chers collègues, Madame la Ministre, la démocratie en sort grandie lorsqu'elle fait progresser les droits sociaux. Pour une République qui rassemble, pour une République plus juste, pour une République fidèle à ses valeurs. Pour toutes ces raisons, et saluant de nouveau ce travail de collaboration entre le Sénat et le gouvernement, le groupe Union centriste votera favorablement ce texte. Je vous remercie. Nous passons à la discussion du texte de la Commission. À l'article 1er, j'ai une demande de prise de parole de Madame Laure Darcos. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi de saluer ici le travail remarquable d'humanité accompli par la Commission des affaires sociales, qui contraste singulièrement avec la première approche de l'Assemblée nationale. La disparition d'un enfant est une tragédie, parce qu'elle n'est pas dans l'ordre des choses, parce que la logique voudrait que l'adulte s'en aille avant l'enfant, qui a tout l'avenir devant lui. Quelle qu'en soit la cause, accidentelle ou conséquence d'une maladie, elle laisse les familles dévastées. À cet instant, je ne peux m'empêcher d'évoquer l'écrivain Philippe Forest dans une tribune publiée récemment dans le journal Le Monde. Philippe Forest y relate, avec une pudeur mêlée d'une douleur incommensurable, la perte de sa petite Pauline, décédée d'un cancer à l'âge de 5 ans. L'écrivain considère que si le deuil d'un enfant est et restera toujours intolérable, le débat sur le nombre de jours de congé qu'il convient d'accorder aux parents en deuil, certes dérisoire, n'en est pas moins nécessaire. C'est pour lui un signe salutaire que la nation adresse à celui qui est privé d'enfant et par lequel elle prend acte, autant qu'elle le peut et sans être en mesure de la soulager pourtant, de l'épreuve qu'il traverse. Dans ce contexte, l'allongement du congé pour événement familial de 5 à 7 jours et la création d'un congé de répit d'une durée maximale de 8 jours sont de nature à répondre, il me semble, en partie à la situation des familles endeuillées. Celles-ci ont besoin de temps pour s'organiser matériellement et pour essayer de se résoudre à l'absence de l'être cher, si tant est que l'on puisse un jour s'y habituer. Si je souhaite prendre la parole sur cet article, c'est également pour évoquer un drame que cette proposition de loi ne prend pas en compte, celle de la mort intra-utérine d'un enfant. Tout aussi violente, tout aussi douloureuse que celle d'un enfant né vivant. Pour la femme qui a porté l'enfant, pour le couple qui préparait sa venue, le drame est immense et le deuil, le temps du deuil, n'en sont pas moins nécessaires. Pourquoi ne pas étendre ces droits à congé et au répit aux parents concernés ? Je regrette sincèrement de n'en avoir pas parlé avec mes collègues de la Commission des affaires sociales plus tôt. De même, serait-il, de mon point de vue, judicieux d'élargir ultérieurement aux parents, frères et sœurs d'un enfant mort-né, le droit à une prise en charge psychologique des familles endeuillées, tel que le prévoit l'article 6 de la proposition de loi, du moins à titre expérimental dans un premier temps. Je souhaite que le gouvernement ouvre une réflexion sur le sujet. Et dans cette attente, je demande à l'assurance maladie un peu plus de compassion
quand elle informe les parents d'enfants décédés avant la naissance qu'ils ne peuvent bénéficier du droit à l'indemnisation de leur congé maternité. Merci. Merci, cher collègue. Prise de parole de François Bonhomme. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, bien évidemment, je voudrais aussi saluer le travail réalisé par le Sénat et les rapporteurs qui ont entièrement remanié ce texte qui avait été vidé de sa substance à l'Assemblée. Cet article corrige donc l'erreur initiale et il est plus conforme à l'esprit de solidarité et d'accompagnement des parents en deuil en améliorant les droits d'absence des salariés à la suite d'un décès d'un enfant. Ces modifications sont donc bien évidemment bienvenues. Qu'elles soient le fruit d'une négociation avec le gouvernement était nécessaire pour sortir par le haut de cette erreur d'appréciation dans laquelle s'était fourvoyée l'Assemblée nationale et obstinée en s'enfermant dans une argumentation technique. Pour autant, je ne voudrais pas, et il n'a pas lieu de faire ici un concours de pathos et de surenchérir dans l'ostentation d'humanité. Simplement, si je me réjouis de ce changement d'attitude, que le gouvernement se soit racheté en réparant son erreur initiale, je retiendrai deux choses de cet épisode malheureux que nous réparons aujourd'hui. D'abord, qu'en dépit de ce changement de pied du gouvernement et des dispositions plus favorables pour mieux accompagner les familles qui ont perdu un enfant, la mort de l'enfant reste la mort de l'enfant, c'est-à-dire une expérience incommensurable et dans une large mesure indicible. Aucune disposition législative ne saurait véritablement soulager la douleur de la perte de l'enfant et il appartiendra à chacune des familles de décider si elle souhaite ou non bénéficier de ce congé supplémentaire. La deuxième enseignement est d'un niveau bien différent et porte sur la conception un peu trop exclusive que se fait le gouvernement du travail législatif. C'est que le gouvernement ferait mieux, je pense, de s'interroger sur les conditions d'élaboration de la loi et de reconsidérer sa propension un peu trop naturelle à légiférer de manière unilatérale et exclusive. Merci, chers collègues. Donc, nous abordons l'examen des amendements. Le premier, le 22, Madame la Ministre. Cet amendement concerne le champ d'application du congé de deuil prévu par cet article. La version actuelle du texte prévoit qu'il est applicable au cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans. Lors des débats en commission, la question s'est posée des personnes, qu'elles soient salariées, travailleurs indépendants, demandeurs d'emploi ou fonctionnaires, qui sont confrontées au deuil d'un enfant ou d'un jeune de moins de 25 ans, lorsque ces personnes ne disposent pas d'un lien de filiation direct avec l'enfant décédé, mais en assument la charge effective. C'est évidemment une question importante qui a fait l'objet de plusieurs amendements, notamment de la part de Madame Di Folco. Toutefois, certains de ces amendements n'étaient pas recevables au titre de l'article 40. Nous partageons totalement l'idée que ce congé, comme l'ensemble des droits nouveaux créés par cette proposition de loi, doit être ouvert aux personnes qui assument la charge effective de personnes de moins de 25 ans qui sont décédées. Il n'y a pas lieu ici de distinguer selon l'existence ou non d'un lien de filiation juridique. C'est pourquoi cet amendement propose d'ouvrir ce congé en cas de décès d'un enfant de moins de 25 ans, mais également en cas de décès d'une personne de moins de 25 ans dont le salarié a la charge effective et permanente. Cela permet ainsi de tenir compte de différentes situations, par exemple dans le cas des familles recomposées, et permet d'inclure les enfants qui, sans avoir de filiation directe, étaient à la charge du salarié. Merci, Madame la Ministre. Madame la rapporteure. Oui, alors en commission, nous n'avons pas eu la possibilité d'examiner cet amendement. Il est arrivé dans les heures juste avant cet examen. Cependant, on ne peut être que d'accord avec votre proposition, Madame la Ministre, parce que d'ailleurs, elle rejoint aussi celle de Madame Di Folco, qui l'avait rédigée avec peut-être un peu plus de restrictions. En tout cas, dans la rédaction, ça ne convenait pas. Donc, c'est un avis favorable qui est donné. Merci Madame la rapporteure. Donc je mets aux voix cet amendement 22 du gouvernement avec un avis favorable de la commission, en tout cas de la rapporteure. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. L'amendement numéro 1 de la commission. Madame la rapporteure. Di Folco, pardon, Madame Di Folco. Oui, merci Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Ministre. Les mots ont un sens. Il me paraît fondamental de les utiliser à bon escient. Quelle est la définition du mot répit? C'est la suspension de quelque chose de pénible, d'une souffrance. Quelle est la définition du mot deuil? C'est la perte, le décès d'un parent. C'est une douleur, une affliction éprouvée à la suite du décès de quelqu'un. Les synonymes de deuil sont affliction, chagrin, déchirement, malheur, épreuve.
Pour affronter une épreuve, il faut la regarder en face et pour cela, la nommer justement. Le deuil n'est pas un état de fatigue ou quelque chose de pénible que l'on peut suspendre. C'est un déchirement, c'est une blessure qui ne peut cicatriser et avec laquelle il faut réapprendre à vivre. Lorsque des parents perdent un enfant, ils sont en deuil. Leur souffrance doit être reconnue et respectée. C'est pourquoi je propose de revenir à la notion de congé de deuil à la place de congé de répit. Merci Madame la rapporteure. Ce sera un avis favorable parce que c'est vrai que ce sujet a retenu l'attention de l'ensemble des commissaires sociaux et même si j'avais pu, à titre personnel, vous faire la proposition du congé de répit, qui était une proposition surtout des parents qui représentaient les associations, j'ai pu aussi en parler avec elles et je pense qu'ils ont compris aussi l'aspect juridique et sémantique aussi qui est proposé là. En tout cas, c'est un avis favorable parce que ça représente l'avis de la Commission. Merci. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Il est évidemment difficile de trouver les mots adéquats si tant est qu'il puisse exister face à ce genre de situation. Comme l'a très bien évoqué Madame le rapporteur, ce sont les associations elles-mêmes qui ont souligné une espèce de contradiction qu'il pouvait y avoir à apposer le terme de congé à celui de deuil, raison pour laquelle il avait été envisagé l'éventualité de parler de répit, même si on s'accorde évidemment sur le fond, il ne sera jamais suffisamment de répit pour faire face à ce genre de situation. Pour ces raisons et dans la lignée de ce qu'a évoqué Madame la rapporteure et dans les échanges qui ont pu avoir lieu, nous remettrons le gouvernement à la sagesse de l'Assemblée. Merci Monsieur le ministre. Donc je mets aux voix cet amendement 1 avec un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. L'amendement 13, Monsieur Rapin. Oui, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Ministre. Tout à l'heure, Stéphane Artano nous a dit que l'un des marqueurs du Sénat, c'était l'humanité. Je vais vous proposer par cet amendement de transcender votre humanité, en ce sens que je voudrais, sur des cas particuliers, entre autres, si le parent décédé et donc parent a des enfants, c'est permettre justement d'étendre à son père ou à sa mère, d'étendre le congé. Il est nécessaire en fait, au-delà du temps de deuil, bien sûr, d'une réadaptation à la fois de la famille, du conjoint, mais de ses enfants aussi. Et donc je propose d'étendre, en cas de charge de famille, l'âge de 25 ans et de le repousser plus loin. Il n'est pas anormal de voir malheureusement quelqu'un décédé à 30 ans, qui a des enfants à charge, et d'avoir encore ses parents qui sont en activité. Merci, chers collègues. Madame la rapporteure. Oui, merci, chers collègues, d'exposer ces motifs avec la proposition d'une extension à, je dirais, une catégorie en particulier. C'est vrai que j'ai été sollicitée par d'autres collègues qui voulaient aussi mettre en avant des situations particulières. Et c'est difficile de graduer, ça a été dit tout à l'heure, ce deuil, quel qu'il soit. Il peut y avoir des circonstances effectivement très différentes d'une famille à l'autre. Et donc, nous n'avons pas souhaité étendre davantage et prendre des cas particuliers. C'est un avis donc défavorable de la Commission des affaires sociales. Je suis désolée. Merci, Madame la ministre. Même avis que la rapporteure. Même avis. Monsieur Rapin. Oui, Madame la rapporteure, vous avez parlé effectivement, et j'entends l'aspect particulier que vous évoquez qui peut être démultiplié. Voilà, il s'avère que, je n'aime pas parler de moi, mais j'ai perdu ma maman, elle avait 36 ans. J'avais 14 ans, mon petit frère avait 11 ans, ma petite sœur avait 7 ans. Nous avons largement apprécié la présence de notre grand-mère pour soutenir notre père. Merci, chers collègues. Donc, je mets aux voix cet amendement 13 avec un double avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? C'est bon.
Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. L'amendement 17, Madame la rapporteure de la Commission. Oui, c'est un amendement rédactionnel, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre. Avis favorable. Favorable. Donc, Madame Di Folco. Oui, merci Monsieur le Président. Je voulais simplement revenir sur cet amendement rédactionnel donc, qui prévoit une prise en charge partielle pour les absences et revenir à la question que j'ai posée à Monsieur le Ministre dans la discussion générale. Comment cela s'applique-t-il au secteur public qui, ce ne sont pas des jours de congé mais des jours d'autorisation d'absence spéciale, les ASA? Est-ce qu'il y a une réponse immédiate ou si la réponse n'est pas immédiate, si c'est possible de la faire parvenir plus tard? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Peut-être pas de réponse immédiate, ça sera peut-être une réponse décalée. Même avis que... Non, c'était par rapport à la question qui a été posée. Donc la réponse sera apportée à Madame Di Folco. Merci. Donc je mets aux voix l'amendement 17 de la Commission avec un avis favorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. L'amendement 18, Madame la rapporteure. C'est aussi un amendement de clarification rédactionnelle. Madame la Ministre. Favorable. Favorable. Donc je mets aux voix l'amendement 18 de la Commission avec un avis favorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 1er. Qui est pour l'article 1er? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. À l'article 1er bis, un amendement 19 de la Commission. Madame la rapporteure. Oui, c'est un amendement rédactionnel. Madame la Ministre. Favorable. Favorable. Donc je mets aux voix cet amendement 19 avec un avis favorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. L'amendement 23 du gouvernement, Madame la Ministre. Oui, Monsieur le Président, c'est un amendement de cohérence avec l'article 1er. Il s'agit d'insérer les mots « ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans, dont le fonctionnaire a la charge effective et permanente ». C'est le parallèle de ce qu'on a vu tout à l'heure pour les salariés du secteur privé. Merci, Madame la rapporteure. Oui, nous n'avons pas pu examiner cet amendement en commission, mais c'est évidemment un avis favorable que je donnerai à titre personnel, puisqu'il étend largement les droits des familles. Donc je mets aux voix l'amendement 23 avec un avis favorable de la rapporteure. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 1er bis. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. À l'article 2, une prise de parole de Monsieur Touraine. Merci, Monsieur le Président. Ce sera très court, mais je voudrais vous livrer mon sentiment de ma non-existence. Il se trouve que j'avais déposé une dizaine d'amendements et qu'ils n'apparaissent nulle part à l'exception d'un seul qui était sans doute le plus maigre d'entre eux et qui a eu l'honneur d'être retenu. Tout simplement parce qu'ils ont été frappés, les uns et les autres, soit par l'article 40, soit par l'article 41. L'un d'entre eux, c'était la revalorisation des allocations qui sont prévues à hauteur de l'évolution des salaires et non pas de l'inflation, parce que chaque année, c'est une perte de pouvoir d'achat qui sera constatée, donc ça paraissait tout à fait naturel de le faire. D'autre part, au titre de l'article 41, je souhaitais que soit remis par l'officier d'état civil qui sera forcément rencontré un ensemble d'informations réalisées nationalement et déclinées localement pour que chacun puisse avoir toutes les informations nécessaires pour accéder aux soins, à l'accompagnement psychologique comme aux formalités administratives. D'autre part, je souhaitais aussi que ne soit pas fixé par décret le montant de la prise en charge des prestations familiales, que la durée ne soit pas fixée par décret, mais qu'elle soit fixée à 3 mois, de façon à ce qu'on ne puisse pas revenir dessus, parce que c'est une disposition sur laquelle, à court terme, on ne reviendra pas. Par conséquent, il me paraissait utile de le fixer. Alors on m'a répondu que tout cela était condamné par les articles 40 et 41. J'en suis un peu meurtri et je voulais dire qu'il me semblait que
le gouvernement pouvait, malgré tout, dans sa sagesse, retenir, parce qu'il n'y a que lui qui peut le faire, retenir un certain nombre des orientations que j'avais proposées, ce que je souhaite. Merci, chers collègues. Donc, 2 amendements en discussion commune. Le 4, Madame Di Folco. Oui, merci Monsieur le Président. L'article 2 donc, permet aux salariés et aux agents publics de donner des jours de repos à leurs collègues ayant perdu un enfant de moins de 25 ans. Il s'agit d'une démarche de solidarité et d'entraide mutuelle pour mieux accompagner les familles endeuillées. Donc, cet amendement revient à l'esprit initial de la proposition de loi. Il étend ce dispositif au décès d'un enfant à charge. Cette notion permet d'inclure les enfants qui, sans avoir de filiation directe avec les agents publics, sont à leur charge. Elle est particulièrement importante pour les familles recomposées. Elle ouvre ce droit aux enfants du conjoint, partenaire de Pacs ou concubin. Donc, moi, je proposais de faire référence au Code général des impôts et non à celui de la sécurité sociale. Mais bon, je crois que celui du gouvernement qui suit le complète. Je vous remercie. Merci. Donc, l'amendement 24 du gouvernement, Madame la Ministre. Oui, l'amendement 24 du gouvernement vise à préciser le champ d'application du dispositif de don de jour. Donc on est toujours dans cette cohérence, puisque ça ouvre la possibilité du don de jour au bénéfice du salarié dont l'enfant âgé de moins de 25 ans est décédé alors qu'il est à sa charge effective et permanente. Donc c'est là, ça permet, comme tout à l'heure, d'avoir toutes les situations, notamment les familles recomposées. Donc je vous propose, si vous en êtes d'accord, du coup, peut-être de retirer de l'amendement précédent qui couvre le même champ. Merci. Madame la rapporteure, votre avis sur les 2 amendements? Même avis, si Madame Di Folco accepte de retirer son amendement pour la rédaction de celui du gouvernement. Merci. Donc l'amendement 4 est retiré et nous votons donc sur l'amendement 24 du gouvernement avec un avis favorable de la commission. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. L'amendement 5, Madame Di Folco. Oui, donc cet amendement encourage le don de repos dans la fonction publique en simplifiant les procédures. Ce don est strictement encadré dans l'objectif de préserver la santé des agents. À titre d'exemple, les jours de récupération et les 20 premiers jours de congé ne peuvent être transférés à un collègue. Les agents donateurs doivent également obtenir l'accord de leur chef de service. Cette règle apparaît superfétatoire. Sans remettre en cause le bon fonctionnement du service, il est proposé de remplacer par une simple obligation d'information. Merci. Madame la rapporteure. Il nous a semblé effectivement au niveau de la commission surprenant qu'on ait à demander l'autorisation du chef de service et nous voulions avoir l'avis du gouvernement. Merci Madame la Ministre. La nécessité n'est pas absolue, mais comme là on veut un texte clair pour les familles, moi je propose, on se rendra à l'avis et à la sagesse du Sénat, je crois qu'on peut le mettre et ça clarifiera. S'il a été déposé, c'est parce qu'il y a des cas où il y a des interrogations discutables en droit. Bon, enfin, c'est plus simple, comme ça on aura un texte clair et non discutable. Bon, donc il y a 2 avis de sagesse finalement. Donc on peut considérer qu'après cet avis de sagesse, la commission est plutôt favorable. Madame la rapporteure? Plutôt? Donc je mets aux voix l'amendement 5 avec un avis plutôt favorable de la commission et un avis de sagesse du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 2. Qui est pour l'article 2? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Même vote pour l'article 3. Même vote, il est adopté. Même vote pour l'article 4. Même vote. Même vote pour l'article 5. Il est adopté. À l'article 6, l'amendement 10, Monsieur Touraine. Oui, un amendement qui a été déposé par Monsieur Lévrier, qui est repris dans la proposition de la Commission, indique que l'accompagnement psychologique peut être pris en charge par la solidarité nationale. En fait, il y a 2 inconnus, 2 conditionnels, c'est peut être pris en charge et sous forme d'expérimentation. Ça fait beaucoup. Et ça réduit de beaucoup la portée de cet amendement. Alors, comme le gouvernement n'a pas déposé d'amendement qui permet de financer, c'est vrai qu'on est obligé d'utiliser ce détour de l'expérimentation pour le justifier. Mais aller jusqu'à dire le gouvernement peut donner l'autorisation, je remplace ça par donne l'autorisation ou autorise plutôt, de façon à ce que l'un des conditionnels soit enlevé et que ça permette véritablement, après les différentes déclarations qui ont été faites,
aux intéressés, notamment aux parents qui sont désemparés, d'être accompagnés sur le plan psychologique. Merci. Madame la rapporteure, l'avis de la commission sur le 10 ? Oui, en réalité, avec le dépôt de cet amendement, on souhaiterait avoir l'intention du gouvernement sur cette expérimentation. Ce serait sans doute un éclairage important pour l'ensemble de nos collègues. Merci, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. L'intention est très claire, Madame la rapporteure. Et très claire, Monsieur le sénateur. Pourquoi une expérimentation article 51 ? Simplement parce que nous allons recourir à des psychologues qui ne sont pas remboursés aujourd'hui dans le système de soins. Et ce sont des soins de ville et non d'hôpitaux. Donc c'est donc la Caisse nationale d'assurance maladie qui prendra en charge cet accompagnement psychologique. Et donc recourir à l'article 51, il n'y a pas de loup là-dessous. C'est simplement permettre le financement par la Caisse nationale d'assurance maladie qui dispose d'un fonds, je vous rassure à cet égard aussi, pour financer cette expérimentation. Expérimentation dont nous voulons la mise en œuvre le plus rapidement possible. Et dès la publication de la loi, un travail de rédaction du cahier des charges et de concertation avec les différentes parties prenantes sera mis en place afin de pouvoir lancer au plus vite la mise en œuvre de cette expérimentation au bénéfice des familles, je vous le rappelle, au bénéfice des parents, mais aussi des frères et des sœurs. Et comme j'ai le micro, je me permets, Monsieur le Président, de répondre à des interrogations ou remarques faites par le sénateur Touraine. Les 3 mois, puisque les articles n'ont pas été discutés, nous ne mettons pas les 3 mois dans la loi sur la poursuite des allocations, non pas au risque de remettre ça en cause, mais au contraire, ces 3 mois ont été calés sur des dispositifs déjà existants. Imaginez que ce délai soit allongé dans d'autres cas de figure. Il faudrait en repasser par la loi pour pouvoir l'allonger également au bénéfice des familles confrontées au deuil. Vous m'accorderez que nous préférons garder cette souplesse que le règlement nous autorise pour allonger de la même façon au bénéfice des familles endeuillées ce prolongement des allocations. S'agissant enfin de cette information au niveau national avec tous les contacts, les procédures que vous appelez de vos vœux, qui pourraient être déclinées ensuite au niveau territorial dans les caisses, pour donner toutes les informations nécessaires aux parents confrontés au deuil et qui ont d'autres choses à penser. C'est une excellente idée, Monsieur le sénateur. C'est tellement une excellente idée que ça existe déjà. Ça s'appelle le parcours deuil. Ça a été mis en place, élaboré par la Caisse nationale des allocations familiales. C'est décliné depuis le 1er janvier de cette année dans l'ensemble des caisses sur les territoires. Voilà, j'espère avoir répondu à un certain nombre des interrogations que vous pouviez vous poser. Et Monsieur le ministre, du coup, c'est un avis défavorable ? J'ai pas entendu sur l'amendement. C'est donc un avis favorable. Favorable sur l'amendement. Madame la rapporteure. Oui, je remercie infiniment Monsieur le ministre de nous avoir précisé et d'avoir levé les doutes qui pouvaient comment émerger chez certains. Mais en tout cas, c'est un avis favorable aussi qui a été donné par la Commission des affaires sociales. Merci. Donc je mets aux voix l'amendement 10 avec un double avis favorable Commission-Gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il est adopté. L'amendement 21 du Gouvernement. Madame la ministre. Excusez-moi. Excusez-nous pour le balai ministériel. Ouais. Merci. Travail d'équipe, absolument. Un amendement porté par le sénateur Lévrier en commission avait permis de mettre en place un accompagnement psychologique des parents et de la fratrie, qui avait été demandé par de nombreuses associations. Et nous allons ainsi engager cette année une expérimentation d'accompagnement psychologique des parents et de la fratrie en complément de l'offre existante. Je viens de l'exposer, ça fait l'objet des échanges à l'instant avec Madame la rapporteure et Monsieur le sénateur. Et nous allons, par cet amendement, élargir la notion de frères et sœurs aux enfants vivant sous le même toit que celui de l'enfant décédé, afin de répondre notamment à la demande de la sénatrice je vous cherche du regard, voilà, Di Folco, qui a été exprimée par le passé. Si vous me permettez, Monsieur le Président, je voudrais prendre l'opportunité de préciser que nous savons bien évidemment
qu'il y a d'ores et déjà dans nos territoires des professionnels qui sont mobilisés sur ce champ, et notamment dans les centres hospitaliers ou encore dans les CMP. Et je voulais saluer le travail qu'ils effectuent à cette occasion auprès des familles. Mais nous avons souhaité, par le biais de cette expérimentation, renforcer l'offre disponible pour s'assurer que ce soit véritablement un droit offert à l'ensemble des familles et aux fratries concernées par le deuil. Merci, Monsieur le Ministre. Madame la rapporteure. Oui, j'écoutais Monsieur le Ministre et je me disais aussi que tout lien doit être fait aussi avec la médecine du travail. Même s'il y a cet accompagnement médico-psychologique, ça nous a été bien précisé par les familles qui ont vécu ces grands moments d'incertitude et de doute. Alors je sais bien que cette proposition de loi ne va pas assécher les larmes de ces familles, mais en tout cas, je crois que de la coordination autour de cet accompagnement est nécessaire. Nous avons, en commission, nous n'avons pas pu examiner cette proposition, l'amendement qui est maintenant discuté proposé par le gouvernement, mais c'est un avis favorable que je donnerai à titre personnel et je pense que vous serez tous d'accord pour l'accompagner. Merci, Madame la rapporteure. Donc, je mets aux voix l'amendement 21 avec un avis favorable de la rapporteure. C'est un amendement du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 6. Qui est pour l'article 6? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Même vote pour l'article 7. Ah pardon, il y a des amendements. Deux amendements en discussion commune. Le 16, Madame Di Folco. Merci, Monsieur le Président. Oui, de manière opportune, l'article 7 prévoit que le contrat de travail d'un salarié ne peut être rompu pendant les 13 semaines suivant le décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans. Il appartiendra au pouvoir réglementaire d'étendre cette règle aux agents contractuels de droit public. Revenant à l'esprit initial de la proposition de loi, cet amendement permet d'inclure au dispositif les enfants qui, sans avoir de filiation directe avec les personnes concernées, sont à leur charge. Il vise en particulier, comme l'autre amendement, les enfants du conjoint, partenaire de PACS ou concubin dans les familles recomposées. Comme c'est la dernière fois que je vais prendre la parole sur ce texte, je vais remercier l'ensemble de mes collègues qui m'ont fait confiance en co-signant les amendements que j'ai proposés sur cette proposition de loi. Merci, chers collègues. Le 25, je ne sais pas si c'est Madame ou Monsieur la ministre. Madame la ministre. Monsieur le Président, l'amendement 25 est un amendement toujours de cohérence. On est toujours sur l'application aux salariés qui ont la charge effective et permanente d'une personne âgée de moins de 25 ans et qui n'ont pas de filiation juridique. Et là, il s'agit de l'application sur la protection de 13 semaines contre le licenciement. Merci, Madame la rapporteure. Mais c'est un petit peu comme les deux amendements qui étaient en examen commun. Là, je vous proposerai aussi la rédaction du gouvernement qui nous est arrivée. Je remercie Madame Di Folco de retirer son amendement. Merci. Donc, il est retiré, Madame Di Folco. Le 16 est retiré. Donc, nous votons sur le 25 du gouvernement avec un avis favorable de la commission. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Donc je mets aux voix l'article 7. Qui est pour l'article 7? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. À l'article 8, l'amendement 26 du gouvernement, Monsieur le Ministre. Monsieur le Président. Ou Madame la Ministre. Donc cet amendement, c'est toujours l'amendement cohérence, toujours pour les mêmes extensions. Et là, il s'agit de préciser le champ d'application de la suppression du délai de carence. Rapporteur. Avis favorable. Je mets aux voix l'amendement 26 du gouvernement avec un avis favorable de la commission. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 8. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Et enfin, sur l'intitulé de la proposition de loi, un amendement 20 de Madame la rapporteure. Oui, merci Monsieur le Président. Il s'agit de tenir compte désormais du périmètre de cette proposition de loi qui a été bien sûr étendue très largement avec l'accord du gouvernement. Je voudrais d'ailleurs remercier Madame et Monsieur le Ministre ainsi que vos collaborateurs avec qui nous avons travaillé, certes parfois tardivement, mais en tout cas ça nous a permis de lever le gage financier et ça nous a permis aussi d'étendre vraiment et largement les droits pour les familles. Du coup, l'intitulé de la proposition de loi de Guy Bricout était, en fait, ne correspondait plus à cette proposition qui aujourd'hui devrait être votée. Aussi, je proposerai un intitulé
qui est un peu long, certes, mais qui, en fait, décrit bien cette proposition de loi. Donc, ce serait proposition de loi visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant. C'est pas très original, mais c'est explicite. Merci, Madame la Ministre. C'est un avis favorable. Avis favorable. Donc, je mets aux voix cet amendement 20 avec un avis favorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Je vais mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi. Y a-t-il des demandes d'explication de vote? Pardon. Pas de demande d'explication de vote. Pardon, j'ai pas vu. Madame Meunier, pardon. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, nous avons été très vite cet après-midi et on sent bien que l'unanimité est dans cet hémicycle. Moi, je voulais surtout saluer ce pas supplémentaire que nous venons de faire, le pas aussi que le gouvernement a fait, non sans mal. On sent qu'il y a quand même eu un traumatisme entre cette première lecture à l'Assemblée nationale et notre lecture ici. Mais tout finit bien et c'est tant mieux. Parce que la situation de ces parents endeuillés, nous avons été, et vous avez été unanime, il n'y a pas de mots. Les mots sont bien peu de choses par rapport au cataclysme que cela représente dans les familles. Les familles, je dis bien les familles, puisque nous avons ici voté le fait que les fratries, les formes de familles différentes puissent aussi avoir recours à ce droit de deuil, ce droit donc suite au décès d'un enfant. Moi, je voulais attirer aussi l'attention sur la nécessité d'accompagner, et y compris accompagner les agents de la fonction publique, les officiers d'état civil, qui sont parfois le premier endroit, les premières personnes où les parents ont devant eux une réaction extérieure. Donc le besoin de formation, de sensibilisation est important pour les personnels soignants, bien sûr, mais aussi, je pense, aux officiers d'état civil dans nos communes. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre, vous souhaitiez dire quelques mots? Merci Monsieur le Président. Oui, je voulais apporter deux précisions à des questions qui ont été soulevées, puisque tous les articles n'ont pas été discutés, et en particulier l'article 4 qui porte sur cette allocation forfaitaire en cas de décès, qui a été soulevé par un certain nombre d'entre vous, qui a fait l'échange de discussions avec les associations de familles, et dont l'une d'entre vous a dit qu'elles étaient en attente de réponses. Voici donc quelques premiers éléments de réponse. Les parlementaires, et je salue la présence d'un certain nombre d'entre eux dans les travées, les députés, dans les travaux préparatoires réalisés en amont de la poursuite de la navette de ce texte, ont évoqué un montant de 2 000 € qui correspond en réalité au niveau maximal qui peut être attribué par les caisses d'allocation familiale sur le territoire, puisque l'idée derrière ce droit à cette allocation est aussi de lutter en quelque sorte contre une forme de disparité territoriale, puisque certaines caisses allouent aujourd'hui quelques centaines d'euros et d'autres vont jusqu'à 2 000 €. Donc ce montant de 2 000 € est le référentiel à partir duquel nous partirons et que nous soumettrons à concertation, puisque je l'ai dit à l'occasion de la discussion générale, le décret de fixation de ces montants, puisque vous êtes sur le point de voter une condition de ressources, seront soumis à concertation et nous partirons bien de 2 000 €. Ce qui n'empêchera pas les caisses au niveau local, si elles le souhaitent, de compléter ce montant en fonction de la situation sociale des personnes concernées. Il me semblait important de le dire. Et enfin, pour répondre à Madame la sénatrice Darcos, s'agissant des morts intra-utérines et des enfants mort-nés. Les enfants mort-nés sont inscrits à l'état civil si le décès intervient après 22 semaines d'aménorrhée. Et dans quel cas, le médecin va considérer comme viable l'enfant. Et il pourra donc bénéficier, Madame la sénatrice, des dispositifs que vous vous apprêtez à voter. Je tenais à vous le préciser. Merci, Monsieur le Ministre. Donc, mes chers collègues, je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi visant à améliorer
les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc la proposition est adoptée à l'unanimité. Voilà, vous venez d'assister au vote d'une proposition de loi portant à 15 jours le congé de deuil parental, 15 jours contre 5 jours actuellement. La mesure, vous en souvenez, avait suscité la polémique à l'Assemblée nationale. Elle avait enfoncé un coin dans la majorité présidentielle. La majorité présidentielle qui aura l'occasion de se pencher à nouveau sur la question puisque le texte repart à l'Assemblée nationale. Les députés l'examineront le 7 avril prochain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Restez avec nous, l'information politique continue sur Public Sénat.